Donc, bonjour à toutes et tous. Merci d'être là ce Bonjour. matin pour ces cinquièmes BCMA Breakfast du mardi matin. Il faut qu'on trouve le nom définitif, qu'on fasse un petit logo et tout, mais en tout cas, on voit qu'on a de plus en plus de succès, donc on est ravis. Donc aujourd'hui, on accueille BC Intel, avec qui on travaille depuis un certain temps déjà avec la BCMA, puisqu'on se connaît depuis longtemps avec Sylvain. Et puis, on a dès le départ envisagé de regarder comment on pouvait effectivement travailler avec BC Intel dans le cadre du développement de leur outil et de leur offre. Voilà, donc il y a pas mal de choses extrêmement intéressantes qui sont faites par cette entreprise. De mon point de vue, je connais pas d'équivalent, donc je ne peux qu'encourager tout le monde à regarder l'offre avec beaucoup d'attention. Et puis ce matin, BC Intel nous propose de faire un retour sur les tendances du brand content. Et je pense que c'est effectivement un rappel important, étant donné qu'il y a eu énormément d'opérations ces derniers temps, assez marquantes, et qu'on doit, à mon avis, tous s'en inspirer. Voilà, donc à vous les studios. Merci Thomas de nous donner ce forum ce matin. Donc, je suis Didier Mormet, je suis le président fondateur de DM Squared. BC Intel, en fait, c'est la plateforme d'intelligence qu'on a développée. Voilà. DM Squared, sa société. Et Sylvain Roger, qui est ici présent également, nous aide sur la partie développement commercial, notamment en relation avec le marché français. Donc, ça tombe bien ce matin, puisqu'on lance aujourd'hui même un livre blanc. Donc merci de nous donner cette plateforme encore une fois. Ce livre blanc, donc c'est mon premier, c'est ma première présentation, donc soyez indulgents, mais j'espère que les contenus vont vous intéresser. Donc c'est un livre blanc qu'on lance en avant-première mondiale aujourd'hui, hein, qui est véritablement je dirais une première dans le domaine. Et on va suivre ça avec une série de webinaires à la fin du mois en anglais, qui sont autour du 28-29 janvier. Donc, on est vraiment à la découverte des tendances dans le brand content digital chez les éditeurs premium, puisque c'est vraiment sur cette partie-là qu'on travaille. Alors, est-ce que ça passe ? Voilà. Petit problème technique, ça va se régler vite. Donc, on travaille sur les éditeurs premium et sur les éditeurs anglo-saxons. Donc, on va vous faire un focus sur l'année 2020 avec une analyse détaillée notamment. Je vais enlever les images là, sinon ça va vous gêner. Voilà. Avec une analyse détaillée de l'effet Covid en particulier. Pourquoi ça passe pas? Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Le livre blanc qu'on a intitulé Digital Branded Content Uncovered, c'est une production de notre société DM Squared, société qui, je ne vous l'ai pas dit, mais qui développe des solutions d'intelligence à base d'intelligence artificielle notamment et d'automation pour les experts des médias, du marketing et de la publicité. Les données du rapport sont issues de notre plateforme d'intelligence dont Thomas a parlé, qui s'appelle BC Intel, qui est commercialisée depuis septembre 2019 dans une version exclusivement anglophone pour le moment. Et nos bases incluent maintenant 2 années de données et plus de 22 000 éléments de campagne. L'analyse que je vais vous présenter est basée sur l'année 2020 et porte sur 3 300 marques dans 32 secteurs et 65 sous-secteurs. On a une classification complète sectorielle du brand content digital anglo-saxon, près de 12 000 articles et plus de 5 000 campagnes. On couvre en matière d'éditeurs premium anglo-saxons, donc à la fois les éditeurs américains et les éditeurs britanniques, près de 150 éditeurs, 135 dans le cadre de cette étude, qui couvre 18 genres, c'est-à-dire tous les principaux genres d'édition. Ce qu'on fait, c'est qu'avec BC Intel, c'est qu'on fait une pige exhaustive des campagnes de brand content sur l'ensemble de ces éditeurs, sur l'ensemble de leurs plateformes digitales. Et depuis peu également, on a ajouté les extensions de campagne de ces éditeurs sur les plateformes sociales. Donc, on pige via des robots qu'on programme. On a plus de 600 robots aujourd'hui qu'on a développés. Et une fois qu'on a découvert, parce que c'est un peu le sujet, les campagnes de brand content par différents moyens, on va les classifier avec une méthodologie très spécifique. On a plus de 45 points de data par contenu. Et puis, on va les analyser
Et on va restituer l'information via une application qui est donc BC Intel, qui est une application qu'on met à disposition en mode SaaS pour nos clients. Alors, pour définir le brand content digital, qui est quelque chose d'assez vaste, comme vous le savez, on utilise le cadre de définition de l'IAB, qui a le mérite de la clarté. Et notre rapport porte exclusivement sur la partie 2 qu'on voit ici au centre, qui sont les campagnes de brand content qui sont créées et ou hébergées par les éditeurs premium au bénéfice des marques. On n'inclut pas pour le moment les contenus qui sont promus par les éditeurs sur les plateformes sociales au bénéfice des marques, mais ça sera l'objet d'un prochain rapport. Les contenus fabriqués par les marques qui vivent sur leur propre plateforme ou leurs pages sociales et les contenus influenceurs qui sont publiés également sur le social, ou les contenus qui sont multidistribués par des réseaux type Taboola, Outbrain ou Ligatus sont également exclus de notre champ d'analyse. Pour certains d'entre eux, il s'agit simplement d'une exclusion temporaire. Je parle notamment des contenus qui appartiennent aux marques, et on verra dans une prochaine édition de notre rapport ce qu'on va faire sur le sujet. En revanche, on étudie toutes les formes de contenu de premium, y compris notamment les dispositifs exclusifs qui sont développés par les éditeurs, soit créés par eux-mêmes, soit hébergés, et les vidéos, les articles sponsorisés, qui sont sur des pages non exclusives, et également le sponsoring de contenus éditoriaux existants. Voici quelques exemples de ce dont on parle. Donc, ce sont des campagnes types, c'est des contenus avec dispositifs narratifs forts qui vont créer de la relation avec les publics visés, des contenus qui véhiculent des faits, des émotions, des idées, des valeurs que les marques évoquent, dans des campagnes qui ne cherchent pas seulement à créer de la notoriété ou de l'image, mais aussi, et souvent on le voit, on va en parler, de la considération, de l'engagement, de la conversion, voire des conversations à propos des marques. En termes de tendance, et je pense qu'on est probablement les seuls à pouvoir donner ce genre d'informations aujourd'hui. D'ailleurs, ça a été repris pendant la période de confinement par des publications américaines, puisqu'ils nous ont contactés pour avoir des informations sur ce qui se passait en termes de volume. Donc, si on observe les tendances mois par mois sur 2020, on observe, comme vous pouvez l'imaginer, le savoir, déjà un grand trou d'air des campagnes B2C, notamment en avril, puisqu'on a observé moins 38% en volume par rapport à janvier 2020, alors que les campagnes B2B qui se sont révélées en revanche particulièrement résilientes, avec des communications qui sont rapidement adaptées à la fois par la forme et le fond à un environnement qui était profondément bouleversé. En juin, les tendances du début de l'année avaient déjà été effacées pour les campagnes B2C. Et au 4e trimestre, la saison des fêtes a continué véritablement à booster les communications brand content, à la fois en B2B et en B2C, en dépit du reconfinement qu'on observait à la fois ponctuellement aux États-Unis et au Royaume-Uni. L'impact du confinement, que je vais qualifier d'un 1.0, aura donc été assez fort, alors que le confinement 2.0 a été largement anticipé par les annonceurs. Par secteur, la pandémie aura pénalisé de façon très perceptible les catégories qu'on a qualifiées de non essentielles, comme le secteur du voyage et du tourisme en particulier, qui était auparavant leader, en tout cas c'est ce qu'on avait observé l'année précédente, en matière de volume de campagne, avec près de 17 points de part de volume auparavant, dans toutes les campagnes qu'on avait mesurées en pré-Covid, et ce secteur est tombé à 4,3% sur la période de 11 mars fin novembre, qui est la période qu'on considère comme la période d'analyse ici, et soit quasiment 25% de son niveau pré-Covid. Le secteur automobile également est un secteur qui a été très durement impacté, en chute libre, avec une part de volume qui est passée de 3,9% à 2,1%. On peut noter également les secteurs de l'habillement et du luxe qui ont été très fortement impactés. A contrario, il y a des secteurs comme la tech, qui a connu une très forte croissance sur la période, avec une progression de 75% de sa part en volume. Et il y a d'autres secteurs très résilients, qui sont les secteurs de la banque, de la finance, de l'assurance, qui occupent désormais la première place d'ailleurs de notre classement, devant la tech, devant la santé et le médical. Les services professionnels et les services gouvernementaux ou publics ont également fortement progressé en volume. Le retail est resté très fort.
En termes de type et de format de campagne qu'on étudie à travers ce rapport et plus largement dans notre base, ce qu'on peut dire, c'est que les éditeurs premium, pour des raisons assez évidentes, ont tendance à privilégier les dispositifs exclusifs, à forte valeur ajoutée et à forte intégration éditoriale. Ça se retrouve ici, dans la typologie des types de campagnes, où ils représentent près d'une campagne sur deux. Les articles sponsorisés sont également assez proches en volume, avec 41,7% du volume total. Mais là, en revanche, la source de ces articles est plus difficile à identifier, c'est-à-dire qui les a créés à la base. Les vidéos sponsorisées sont plutôt en retrait, mais beaucoup plus fortes selon les genres d'éditeurs, bien évidemment. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on couvre 18 genres à travers l'ensemble des éditeurs qu'on couvre ici. Au-delà des textes qui sont souvent très très longs, on a 828 mots en moyenne sur les campagnes de brand content digital qu'on étudie par contenu. Le brand content digital, il fait usage de tous les formats de contenu qui existent, avec une prévalence des formats images et vidéos, qui sont respectivement présents dans 91% des cas pour les images et 22% pour les vidéos. Donc ça représente quasiment, c'est presque 5 images en moyenne sur les contenus que l'on pige, alors que les contenus avec vidéo sont en général 1,2 vidéos en moyenne. En B2C, il y a des call to action e-commerce, des témoignages d'influenceurs et de célébrités, des slideshows, des posts sociaux, l'animation qui sont des autres formats très importants. En B2B, on va noter la partie des formats interactifs avec des infographies, des Q&A, des interviews, des éléments téléchargeables de type livre blanc qui sont très populaires. Les formats audio et les podcasts qui semblent très à la mode ne représentent en réalité que 2% des contenus de marque. Par genre d'éditeur, on constate que juste pour faire une transition, que les secteurs de l'alimentation et des boissons, du sport ou de la musique et de la culture sont les plus friands de contenus vidéo qui sont utilisés dans plus de 50% des campagnes. C'est même 64% pour le food et les boissons avec de la vidéo. Les thèmes de campagne. Le brand content, comme vous le savez, s'efforce de raconter des histoires qui sont plutôt engageantes et le fait souvent en abordant une multitude de thèmes. Ce qu'on a développé, c'est une taxonomie complète du brand content anglophone, qui est unique en son genre, qui repose sur plus de 50 000 occurrences de thèmes et qui révèle les thèmes les plus fréquemment couverts par les contenus de marque. Ici, on essaie de regrouper ces thèmes par grandes catégories de façon à avoir une présentation holistique des thèmes utilisés par ce type de campagne B2B ou B2C. De la même façon, on est en mesure de déterminer et de classer par secteur et sous-secteur, par marque ou par annonceur même, tous les thèmes de campagne les plus en vogue ou ceux qui sont, à contrario, tombés en désuétude pendant la pandémie. Donc, d'une façon un peu spécifique, une analyse fine des 150 thèmes de notre taxonomie, parce qu'on a 150 thèmes véritablement qu'on utilise en permanence, montre que le thème Travel, Advice and Inspiration, par exemple, pour les campagnes B2C, reste prépondérant sur l'ensemble de l'année 2020. Mais il avait un taux d'occurrence de près de 18% dans les 12 mois qui précédaient le Covid. Il est tombé à 10% sur la période de référence. En 2020, les contenus B2B étaient souvent directement et indirectement liés à la pandémie et traités par exemple de ce qu'on appelle les remote workforces, donc tout ce qui était autour des équipes qui travaillaient en distanciel, ou mettaient en particulier en avant une accélération dans la digitalisation des entreprises, ce qu'on appelle la transformation digitale. Excusez-moi, je vais un peu vite, mais bon, on reviendra là-dessus si vous avez des questions. Une analyse des thèmes, effectivement, c'est un des points forts de notre approche, qui est ce qu'on appelle, on parle de content analytics, va s'accompagner d'une analyse du style ou du ton de l'écriture. Et on fait ça de façon automatisée,
on pourra en reparler, hein, grâce à des modèles d'analyse sémantique qu'on a développés en deep learning avec un laboratoire universitaire, en l'occurrence. Et donc, on est capable de scorer tous les contenus sur une échelle en 5 points, de très émotionnel à très rationnel. Et ce qu'on voit, c'est que l'équilibre émotionnel rationnel du contenu, d'un contenu de marque, est très fortement lié au secteur ou sous-secteur d'une marque donnée. En particulier les secteurs des jouets et jeux, les alcools, l'habillement, les médias et le divertissement développent des campagnes avec une tonalité fortement émotionnelle, alors que la tech, les secteurs de l'énergie, du commerce, l'industrie, les services professionnels sont nécessairement très rationnels. Par sous-secteur, on reviendra ensuite, excusez-moi, je reviens en arrière. J'ai beaucoup avancé. Comment je reviens? Excusez-moi. Donc, je disais, donc, par sous-secteur, on notera que les scores les plus émotionnels vont au contenu du cinéma, des services de streaming, par exemple, des sites et des applications de rencontres, alors que les technologies de l'IA, la banque privée, la protection de données, la cybersécurité récoltent, comme vous pouvez vous l'imaginer, la palme du rationnel. Alors qu'une campagne de brand content cherche en définitive à sensibiliser, attirer, voire même convertir ou fidéliser sa cible, elle le fait toujours en se conformant à des archétypes narratifs très établis. Donc, l'analyse sémantique de milliers de campagnes, aujourd'hui on a 22 000 éléments de campagne dans notre base, hein, nous a permis de mettre au point des modèles sophistiqués de classification automatique des contenus de marques selon 4 archétypes, qui sont des archétypes assez classiques pour décrire le brand content, informatif, pratique, inspirant ou divertissant. Informatif, on peut résumer ça par informer, éduquer ou clarifier. Pratique, c'est plutôt l'idée de fournir des connaissances pratiques, donner des conseils ou des recommandations. Inspirant, c'est plutôt le sens effectivement de mettre en avant des idées, inspirer, impressionner ou générer de l'excitation. Et entertaining, divertissant, c'est donc effectivement divertir, amuser ou donner du plaisir. La plupart des campagnes utilisent avec des degrés divers des combinaisons de ces 4 archétypes, en ayant souvent un ou 2 archétypes principaux. Dans le secteur du voyage en particulier, du tourisme, on cite en exemple comme un secteur assez pratique, practical, qui donne beaucoup de conseils et de recommandations de destination de voyage, tout en restant inspirant pour inciter les consommateurs au voyage et à l'évasion. La moyenne générale des campagnes confirme que le brand content digital est d'abord et informatif. C'est tout particulièrement le cas des campagnes B2B qui ont informatif comme leur archétype principal dans 96% des cas. Les choses sont en revanche un peu plus nuancées pour les campagnes B2C qui ont informatif et pratique comme leurs archétypes principaux dans 80% des cas, tout en retenant inspirant et divertissant plus fréquemment. On va citer les secteurs du travel et voyage encore une fois, voyage tourisme encore une fois, habillement, alcool, luxe, sport, qui scorent fortement sur la dimension inspirante, et les secteurs médias, divertissement, jouets, jeux, alcool ou food, qui ont les meilleurs scores sur les dimensions divertissement. Le branding, évidemment, c'est quelque chose d'essentiel puisqu'on parle de brand content et comme vous le savez, insérer la marque dans le brand content, dans le contenu de marque, ce n'est pas une tâche facile parce qu'un branding trop prononcé risque d'aliéner la cible visée, tandis qu'un branding trop subtil peut compromettre les objectifs marketing. De la même façon, un contenu de marque ne doit pas apparaître comme incongru à proximité d'un contenu éditorial. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Et pour déterminer le niveau de branding, on utilise 10 variables différentes qui nous permettent de calculer ce qu'on appelle le score de branding. Ce qu'on voit, c'est quand il y a un branding assez fort en moyenne des campagnes de notre base, avec 52% des campagnes qui sont fortement brandées. C'est d'ailleurs davantage le cas pour les campagnes B2C qui sont à 56% brandées, alors que les campagnes B2B sont un peu moins fortement brandées, avec un niveau de heavy branding de 41%. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que les sponsoring éditoriaux qui font partie de notre analyse sont l'exception et confirment la règle, puisqu'ils ont seulement 19% de heavy branding et 61% de ce qu'on appelle light branding chez nous.
Donc, c'est les niveaux 1 et 2. Pour vous expliquer un petit peu dans ce qu'on fait en termes de branding et pour détailler quelques composantes, on va noter les notions donc sur la droite du slide, d'alignement narratif, ce qu'on appelle story alignment chez nous, et de focus, de brand focus. La plupart des marques, des campagnes, emploient un alignement narratif qui est très intelligent et fort entre les thèmes qui sont développés dans les campagnes et les secteurs, sous-secteurs des marques. En revanche, seulement 32% des campagnes se concentrent sur la marque elle-même, donc ce qu'on appelle le brand focus, ou ses produits et services. Ce qu'on voit sur la gauche, c'est que 9 campagnes sur 10 incluent le nom de la marque dans le label utilisé pour identifier le contenu sponsorisé et mentionnent également la marque dans le contenu. En revanche, la mention de la marque dans le nom de la campagne ou dans le titre de l'article est assez peu fréquente. On répertorie l'ensemble des libellés qui sont utilisés pour labelliser les contenus de marque, et on en a à ce jour plus de 220, je crois, dans la base. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a, si tous les contenus ou presque sont brandés, je crois que c'est 99% des cas, il y a en revanche peu d'homogénéité dans les contenus, dans les libellés, comme vous l'avez compris, et y compris chez les éditeurs eux-mêmes qui parfois utilisent jusqu'à 4-5 libellés différents pour libeller leur contenu de marque. En termes d'objectifs marketing, le brand content a un rôle actif, comme on l'a déjà dit et comme vous le savez, pour la réalisation des objectifs marketing dits de haut d'entonnoir. Notamment donc, de sensibilisation, de création de notoriété, c'est une force bien connue du brand content, mais il vise également d'autres objectifs, et nous, on est capable de le mesurer. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a plus d'un tiers des campagnes qui cherchent à générer de la considération, de la conversion ou de la fidélisation. Où l'on se rend compte aussi que, par exemple, les campagnes de sensibilisation, de notoriété, donc plutôt de haut d'entonnoir, sont aussi des campagnes qui cherchent à informer en premier lieu, alors que les campagnes de considération sont sur des campagnes qui sont à la fois informatives et pratiques, au même titre que les campagnes de conversion, qui sont d'ailleurs plus pratiques souvent qu'informatives pour ces dernières-là. On va faire un focus sur l'effet Covid. Il s'est passé évidemment plein de choses. Et comme vous le savez, donc le brand content, pardon, j'ai encore de nouveau appuyé un peu vite. Le brand content n'a pas été épargné par le chamboulement créé par la pandémie de Covid. Mais la reprise, comme on l'a vu au tout début de la présentation, fut globalement assez rapide en termes de volume de campagne. Il faut quand même nuancer le propos au niveau sectoriel, avec un retour aux affaires qui a été assez lent pour certains secteurs, à commencer évidemment par le secteur du voyage-tourisme, dont l'activité s'est quasiment arrêtée en avril et mai 2020. Et la reprise se fait attendre. En tout cas, ce n'est pas une reprise en U, comme on a pu le voir dans d'autres secteurs. Ce qui est intéressant dans ce secteur-là, c'est que les voyages domestiques, ce qu'on appelle en anglais les staycations, ont connu un regain d'intérêt forcé dès le mois de mai et jusqu'à la fin de l'année, ce qu'on voit sur la droite ici sur le chart, ce qui a donné un semblant de vitalité au secteur et qui a changé sa configuration véritablement. Si on met de côté l'aspect volume de campagne, la pandémie a permis de remettre en évidence la pertinence, l'adaptabilité, l'importance du brand content pour les marques, à la fois en B2B et en B2C. On notera en particulier que les marques du secteur voyage-tourisme se sont efforcées de rassurer sur leur protocole de sécurité, tout en mettant en avant pléthore d'activités de plein air et de bien-être, que les marques du secteur bancaire et finance ont proposé de guider les petites et moyennes entreprises qui étaient déboussolées, ou les ménages inquiets, ou les investisseurs apeurés, que les marques de la tech se sont distinguées comme facilitatrices du travail à la maison, des interactions sociales et virtuelles, de la transformation digitale accélérée des entreprises, que les services aux entreprises et professionnels sont positionnés comme des alliés des décideurs d'affaires en les aidant à ajuster leur stratégie, à saisir de nouvelles opportunités, que le secteur du médical et de la santé a fait la promotion du bien-être physique et mental et vanté son rôle majeur, évidemment, dans la course au vaccin,
que les marques de la distribution encourageaient les consommateurs à optimiser la vie pendant le confinement et à embrasser le e-commerce et le click and collect. Et pour terminer, oui, je voulais vous montrer effectivement quelques thèmes qui ressortaient de cette période-là. Ce qu'on a vu, c'est que, comme vous pouvez l'imaginer, sur le B2C en particulier, on a vu apparaître beaucoup de contenus qui traitaient de la pandémie et des problématiques de santé au niveau mondial, de sécurité, de e-commerce. De bien-être, comme je l'ai dit, mais également des choses qui étaient passées, je dirais, qui n'avaient pas été développées autant auparavant, sur lesquelles les entreprises se sont concentrées, notamment autour des thématiques de diversité et d'inclusion. Et ça, c'est intéressant. Donc, où les entreprises se sont rappelées d'un seul coup que c'était probablement un bon moment pour rappeler leurs valeurs et les choses sur lesquelles qui avaient de l'importance pour elles, et dans la mesure où c'est des entreprises responsables. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire en substance. Évidemment, on a beaucoup de choses d'autres à partager à travers notre plateforme et notre livre blanc qui sort aujourd'hui, je vous le rappelle. On vous enverra un lien et vous pourrez le télécharger. Donc, tout est issu de cette base BC Intel. Thomas, je n'ai pas regardé le temps, donc je ne sais pas combien de temps il me reste. C'est bon. Là, c'est Anne-Sophie qui parle, mais c'est bon, tu as encore 5 minutes si tu veux. Sinon, on peut commencer à poser des questions. Ce que je peux faire, au risque d'être un peu promotionnel, ce que je peux faire, c'est vous présenter la base, que vous voyez comment ça fonctionne. Simplement, il va falloir que je me logue. Donc, je vais me déconnecter quelques instants. Comment je fais pour sortir de là? Oui, j'arrête le partage et je reviens. Hein. Excusez-moi. Il y avait juste une petite question sur la méthodologie que vous utilisez. C'est du site-centric ou vous essayez de redresser quand même avec des interviews d'utilisateurs? Ou c'est totalement du site-centric? Enfin, je ne sais pas comment vous récupérez site-centric ou juste même pas. En fait, on parle que de contenu là, en l'occurrence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'informations issues des consommateurs. Là, on parle de contenu, c'est une analyse pure des contenus qui est faite sur la base. Oui, non, mais ça, j'ai très bien compris. La vraie question, c'est que quand vous parlez, par exemple, des tone of voice, des choses comme ça, est-ce que à un moment, dans vos études, il y a aussi l'adhérence, entre guillemets, au contenu par rapport au consommateur? Enfin, est-ce que vous lui donnez la parole, en gros, ou est-ce que c'est vraiment juste une analyse externe de votre point de vue, c'est-à-dire que ce n'est pas recoupé aussi par des interviews consommateurs? L'intérêt de ce qu'on fait, c'est que c'est encore une fois totalement objectif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de… C'est une analyse pure de contenu qui est faite sur la base d'outils d'analyse notamment automatisés, puisqu'on a développé des modèles en partenariat avec un laboratoire universitaire. Donc, on est dans l'analyse sémantique pure et il n'y a pas encore une fois, de questionnement de consommateurs. En tout cas, pas sur ce que je vous montre là. En revanche, et pour nos clients, on développe effectivement des mesures d'opinion, comme on les appelle, qui permettent de valider sur des campagnes déterminées l'opinion des gens qui ont été exposés aux campagnes en question. D'accord, c'est complémentaire. C'est totalement complémentaire. Voilà. Donc, je vais partager mon écran, repartager mon écran, pardon. Il faut que je revienne sur le… Voilà. Et je vais utiliser les 3 minutes qui me restent maintenant pour vous montrer la base et vous comprendrez effectivement d'où on sort tout ça. Vous voyez mon écran là? Oui. Voilà. Donc ça, c'est BC Intel, qui est une plateforme, donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, hein,
on vend en quelque sorte par abonnement, c'est les abonnements qu'on vend hein, à nos clients, dans laquelle on ajoute au quotidien en permanence des dizaines de nouvelles campagnes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le feed de campagne, hein, qui est un fil ininterrompu de campagne. Aujourd'hui, on a près de 22 000 éléments de campagne dans la base et on en ajoute chaque jour entre 100 et 150 nouveaux éléments. Et voilà, ça c'est une campagne type. Hein, donc ici, on a la campagne UK Government avec le Times, par exemple, dans laquelle il y a 1, 2, 3, 4, 5, 25, il y a 30 éléments de campagne. Et une des forces de notre approche, c'est cette capacité de relier les éléments d'une campagne entre eux et de créer ce qu'on appelle des familles ou en l'occurrence des campagnes. Donc, pour vous donner un cas d'usage classique, hein, donc ici, on peut entrer dans la base par différents onglets, à la fois au niveau des contenus, au niveau des campagnes, au niveau des marques. On a près de 5000 marques dans la base aujourd'hui. On a commencé le travail de Pige en début 2019. On a 143 éditeurs. Et on peut faire des rapports dans tous les sens, par marque, par secteur, par éditeur. On a une vision complète du brand content qui est totalement unique. Hein. On voit l'ensemble du marché du brand content avec les tendances mois par mois, les types de campagnes, etc. Tout ce que je vous ai montré dans le livre blanc. Hein. Mais pour prendre un cas d'usage classique, c'est vous êtes en pitch, par exemple, et vous êtes en lancement d'une nouvelle campagne. Prenons le cas d'une campagne automobile donc c'est un nouveau véhicule électrique à destination ou hybride à destination des femmes, qui est donc des femmes plutôt urbaines et aisées. Donc la marque vous dit j'aimerais parler de ce qu'on appelle Women's Empowerment, parler de Diversity Inclusion, parler de sustainability, tous des thèmes qui sont à la mode dans beaucoup de secteurs et en particulier dans celui-ci. Et j'aimerais que ma campagne soit plutôt inspirante. Voilà. Donc je pense que c'est un cas assez classique, hein, que je l'ai validé. Donc ce qu'on va vous proposer ici, en quelques clics, c'est de trouver dans votre secteur automobile, déjà toutes les campagnes d'automobile, on a 250 campagnes, hein, on a évidemment des centaines de contenus, qui sont ces campagnes qui ont utilisé les thèmes en question, donc Women's Empowerment. Voilà. On va rajouter, on a dit, Diversity, inclusion. On va rajouter Sustainability. Voilà. Et donc là, j'ai déjà un corpus de 45 campagnes que je vais pouvoir utiliser comme, je dirais, base d'inspiration créative pour faciliter ma démarche et donc avoir des idées au début de mon brief. Ce que je peux rajouter à ça, et comme je l'ai dit dans le brief, c'est qu'on voudrait que cette campagne soit plutôt inspirante. Donc on va regarder ce qui s'est passé et est-ce qu'il y a des campagnes qui, parmi celles-ci, étaient plutôt inspirantes. Effectivement, il y en a une dizaine. Voilà. Donc j'ai déjà 10 campagnes qui ont plus ou moins cochent les cases de mon brief. Donc ça, c'est intéressant, puis ça va me donner des idées pour à la fois essayer de trouver des idées intéressantes et puis éventuellement me différencier. Donc ce qu'on voit ici, si je rentre dans le détail, cette campagne BMW et Vogue, donc là, ce que je vous montre, c'est ce qu'on a pour toutes nos campagnes. Hein. Donc c'est une information par fiche. Voilà, on peut aller voir la campagne. Donc nous, on fait une capture de la campagne. Il se trouve que c'est une campagne en vidéo. On peut aller voir sur le site, ça l'est toujours là. Et en l'occurrence, ça l'est toujours. Donc voilà. Bon, je vais m'arrêter là, mais voyez comment utiliser notre plateforme. Et c'est de cette plateforme-là qu'on a sorti l'ensemble des informations que je vous ai montrées ce matin. Voilà, je vous laisse. Je pense qu'on a fait les 35 minutes. Super, merci beaucoup à toi Didier. Est-ce que vous avez des questions? Il y a déjà une question de Daniel. Ouais, vas-y Daniel. Vous voyez. Salut Daniel. Elle est écrite. Tu veux nous la lire, Daniel ou... Merci Didier, bravo. Voilà. Salut Daniel. La première question, c'est le distinguo entre branded content et native advertising. Est-ce que tu fais un distinguo, comment tu classes, etc. Et puis, par rapport à un acteur comme Brandte, qui a été rebaptisé Numerator, comment tu te situes par rapport à cet acteur Merci Daniel de tes questions. Sur le premier point, donc native advertising, donc au sens de l'IAB, le natif c'est le troisième axe de mon premier chart. Hein. C'est plutôt ce qui concerne les réseaux, donc ce que je qualifierais de multidistribution à la Outbrain, Taboola, etc. Donc nous on ne prend pas en compte du tout ces publicités natives, ces contenus natifs.
on les considère pas comme premium, entre guillemets. Et en tout cas, ce n'est pas des contenus sur lesquels les… Allô? Ouais, alors Oui. Daniel avait disparu, Daniel est revenu. D'accord. Donc, les contenus dits natifs, encore une fois, donc on ne les prend pas en compte, en tout cas ceux qui sont multidistribués par les marques, par les réseaux. Voilà. Nous, on travaille uniquement sur la partie contenu, véritablement, hein, des sites. Et je vous ai montré des exemples avec le dernier, qui était un exemple BMW sur Vogue. Sur le deuxième point, qui est la partie Brandtel Numerator, il faut savoir que c'est effectivement les gens qui nous ont inspirés au démarrage. Puisque nous, on vient du côté client avec mon associé qui s'appelle Duncan Morris. On a travaillé du côté média pendant des années et on était très frustrés de ce que faisait Brandtel, qui faisait une pige du brand content digital sur les éditeurs premium, mais qui avait une pige qui était pas exhaustive, deux, qui était surtout très limitée en termes d'information, puisqu'il ne faisait qu'une analyse de type sectoriel avec simplement de l'information sur les marques, les éditeurs, les plateformes utilisées et rien d'autre. Donc on s'est dit c'est un peu dommage de travailler sur du contenu et pas rentrer dans l'analyse du contenu, qui est quand même un peu le sujet. Et surtout on s'est dit mais comment faire pour automatiser les analyses et surtout donc dans une optique de scaling bien évidemment, puisque aujourd'hui on travaille sur 143 éditeurs. L'objectif pour nous c'est d'aller bien au-delà. Et là on est maintenant au point en termes d'automatisation en interne et donc on va pouvoir scaler et notamment, excuse-moi Daniel, j'ai un peu plus loin que ta question, mais on va pouvoir notamment s'intéresser au marché français, c'est notre prochaine étape. Voilà. Et du coup, pour l'instant, vous ne parlez pas de couverture ou de KPIs par rapport à, enfin pardon, excusez-moi, de performance en tout cas par rapport aux audiences qu'il y a uniquement sur ces programmes. Parce que si vous excluez la partie native et autres, ça veut dire qu'on se concentre uniquement sur le programme, si j'ai bien compris votre sujet. Et du coup, la partie en tant que telle, ce qu'achète l'annonceur, vous donnez des audiences de pages vues ou bien de… Alors, je ne sais pas. Oui. Alors, pour répondre à cette question-là, effectivement, ça faisait partie des choses qu'on avait prévu de développer depuis le départ, qu'on a lancé il n'y a pas longtemps. Donc, on a un volet qu'on appelle performance. Et effectivement, ce qu'on fait, c'est que pour nos clients, évidemment que pour nos clients, on leur propose un script de performance qui est du code, en fait, qui va s'intégrer dans la page des contenus et qui va permettre de faire remonter en temps réel des analytiques sur la performance. Donc, en termes de… On s'est concentré essentiellement sur des choses qui sont plutôt des notions d'engagement, donc de temps passé, par exemple, ou de scroll depth, donc le pourcentage qui a été vu dans la page ou dans une vidéo. Et on fait remonter ça en temps réel sur les pages des campagnes en question pour nos clients. Et par ailleurs, on a un sondage, effectivement, que j'expliquais tout à l'heure, de mesure d'opinion, qui est un sondage interactif en 2 questions, qui est configurable depuis notre plateforme et qui va apparaître également dans les contenus et qui va en 2 questions cerner l'opinion des gens sur les contenus auxquels ils ont été exposés. On fait ça en fait avec un seul objectif, parce qu'on ne réinvente pas des choses qui existent déjà. On fait ça avec un seul objectif, c'est de créer de la norme sectorielle. Et c'est pour ça qu'on fait ça, c'est-à-dire que toutes les perfs qu'on va donner sont systématiquement normées, benchmarkées dans leur secteur. En tout cas, c'est l'objectif. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas puisqu'on vient de lancer, mais ça sera l'objectif à terme. Il y a d'autres questions? Oui, bonjour, c'est Maxence chez Mediabrands. Moi, j'avais une question. L'outil a l'air principalement de se concentrer sur la partie vraiment la plateforme qui héberge les contenus, soit chez un publisher ou autre. Est-ce que ça existe déjà ou est-ce qu'à terme, vous pensez scroller aussi tout l'écosystème média en fait, qui génère le trafic et la visibilité sur ces brand content?
Vous voulez dire tous les aspects promotionnels de ces contenus, c'est ça? Ouais. Pas de distribution, c'est pas que promotionnel, Ouais, c'est toute la la partie distribution en distribution. général. En natif, il y a une partie de vue et une partie de. Ouais. C'est-à-dire, distribution, c'est-à-dire, vous voulez dire quoi, par exemple? Bah, tout ce qui amène potentiellement à consommer le programme, que ce soit D'accord, pour le faire venir, soit à le lire partiellement et à d'accord. arriver Donc, dessus. donc, tout ce qui est autour, effectivement, des contenus et la façon dont on amène vers les contenus, aujourd'hui, nous, on ne le prend pas en compte, sachant qu'il faut savoir que ça, c'est déjà fait par plein d'autres acteurs, puisque les Kantar, les Nielsen et les acteurs principaux de la pige publicitaire font déjà ça. Donc, je ne vous cache pas qu'on est en train de discuter avec eux, effectivement, pour éventuellement récupérer cette information et compléter ce qu'on a. D'accord. Ok. Il est vrai que quand vous achetez un chez programme ou une opération spéciale, on dit plus de l'opération spéciale bon, bref, et du coup, quand vous achetez aujourd'hui des opérations spéciales d'un point de vue annonceur, il y a une partie de la production et évidemment qu'il y a une partie qui est la médiatisation du programme. Et bien souvent, la partie médiatisation est supérieure à la partie production. Donc effectivement, si on n'arrive pas à avoir un point de vue global, là c'est plutôt sur la partie qualitative, mais ce qui serait super, c'est d'avoir aussi le reach qui est targeté pour voir aussi, entre guillemets, ce qu'on achète en promotion et ce qu'on achète aussi après en contenu consommé, quoi. Donc, Ce qui est bien, c'est que ce que je vois, c'est que notre offre et notre plateforme suscite beaucoup d'intérêt et vous voyez déjà les développements possibles. Donc, oui, pourquoi pas, on peut faire plein de choses. Maintenant, on va faire ce qu'on dit en anglais, on dit play to your strength. Nos forces aujourd'hui, c'est ce que je vous ai exposé, c'est l'analyse des contenus, l'analyse automatique des contenus, la valorisation des ensembles des campagnes de brand content, c'est un objectif qu'on a. Donc, ça veut dire bien évidemment prendre en compte tout ce que vous venez de dire. On n'y est pas encore. Il va falloir qu'on trouve des partenariats, puisqu'on ne va pas réinventer des choses qui existent déjà. Mais effectivement, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet. Et pour votre développement en France, vous en êtes où? Alors, le développement en France, on est tout simplement en train de l'envisager très fortement. C'est-à-dire qu'on a fait des conversations avec pas mal de gens, dont vous d'ailleurs, depuis maintenant des mois. On comptait lancer notre plateforme à destination du marché français en 2020. On ne l'a pas fait pour des raisons que vous pouvez comprendre. Et donc, on a repris les conversations. On ne lancera pas en France si on n'a pas de clients. Nous, on a une démarche un peu bizarre, peut-être, mais voilà, c'est simple. C'est-à-dire que si on n'a pas de clients, on ne le fera pas. Donc, ça veut dire des gens qui ont un intérêt fort. Bon, je ne vous cache pas qu'on a vu pas mal de groupes, notamment médias, qui sont évidemment intéressés par l'offre puisqu'elle est assez unique. Et puis, on commence également à parler des annonceurs, des marques. Voilà. Donc, l'objectif, c'est de se lancer en France en 2021, plutôt au quatrième trimestre. Okay. Donc, ça veut dire, en fait, aller faire ce qu'on fait sur les campagnes anglo-saxonnes, le faire sur les campagnes francophones. Voilà. Ok, super. Maxence, je crois que je t'ai coupé. Non, je voulais juste revenir sur le point de Kantar. Effectivement, ça peut être intéressant de connecter les deux bases parce que, par contre, le gros souci de Kantar, c'est qu'il pige très très bien et encore pas de manière très exhaustive sur le digital, les campagnes display classiques. Mais trouver l'écosystème d'une campagne de brand content, c'est plus dur parce que ils n'ont pas les formats natifs des publishers. Ils n'ont pas les formats sociaux qui servent aussi souvent à créer du trafic. Donc, c'est un point qui est intéressant, effectivement, comme on disait, pour vraiment avoir la valorisation de la campagne complète. Parce que c'est vrai que bon, avoir une idée estimative du brand content sur un espace dédié, c'est assez facile à estimer en termes de prod. Par contre, derrière, identifier le volume média qui a été mis et les perfs que ça a pu générer, ça, c'est très compliqué à piger et à estimer. Enfin, nous, on le voit quand on a des clients qui nous demandent des benchmarks. Bon, c'est souvent très… Il y a toute la notion qui fait…
qui fait l'excellence des éditeurs, c'est-à-dire tout ce qui est push éditoriaux, tout ce qui est vraiment qui amène l'audience et la valeur de la recommandation d'un éditeur sur un projet comme ça. Ouais. Ça se passe en tout cas à travers des formats qui sont soit des push éditoriaux en homepage ou des choses comme ça qui aujourd'hui ne sont évidemment pas scannés par Kantar puisque c'est pas un format de contenu. Comme vous avez fait un push sur Libé ou sur Le Monde ou sur Madame Figaro, c'est valorisé globalement dans un partenariat, mais ce n'est pas scanné ou en tout cas audité par Kantar. Donc c'est plutôt en fait toute cette, comme vous êtes focus sur la valeur ajoutée entre guillemets des programmes, c'est aussi pouvoir associer ça et voir voilà aussi pour un annonceur ce qu'il faut mettre entre guillemets en termes de médiatisation pour être sûr d'avoir une audience et un ROI qui est intéressant parce qu'avoir un très beau programme, si on a 100 000 bannières ou des choses comme ça, on sait très bien que le taux de clic va être absolument ridicule. Donc l'idée, c'est de se voir quel est le levier, en tout cas par éditeur, qui permet de drainer une audience intelligente. Voilà. Et ça, on ne l'a nulle part aujourd'hui, ni par Kantar, ni par rien en fait, parce qu'on l'a uniquement par les sources site-centrique d'un éditeur, par exemple. Donc, c'est un peu flou, aujourd'hui. Certes, mais vous l'avez quand même via les éditeurs, effectivement. Donc, ça fait partie des obligations qu'ils ont. Hein. Ouais. C'est pas terrible. Il n'y a pas de tracking pour chaque push éditoriaux. Il y a des audiences globales, mais il y a rarement des éditeurs qui vous donnent les push éditoriaux et les clics. On a bien conscience que c'est un axe de développement pour nous, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Donc, on verra ce qu'on peut faire. Si je peux me permettre, donc Didier, vraiment, c'est super la veille créative que vous faites. Moi, j'étais un observateur de Brandtail depuis plusieurs années et je vois la valeur ajoutée que vous apportez par rapport à eux. Maintenant, la question qui se pose, c'est que quand on compare les campagnes anglo-saxonnes aux campagnes françaises, il y a quand même un gap vraiment important, notamment en termes de direction artistique, de finalisation, de production. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, qui connais les deux marchés, le jour où les créations vont se retrouver, quelle différence tu observes aujourd'hui, toi, de ton côté? D'abord, moi, je n'observe pas de différence, puisqu'encore une fois, on fait pas la pige de Daniel des campagnes françaises pour l'instant. Tu as une idée quand même de ce qui sort en moyenne. Ouais, non, franchement, je préfère pas me prononcer parce que je ne sais pas dans le détail ce qui se passe. En revanche, ce que je peux te dire, c'est qu'on va intégrer la dimension créative d'une certaine façon, puisque comme tu l'as compris, nos modèles portent sur l'analyse sémantique des campagnes. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on est amené à transformer toutes les informations des campagnes en texte, y compris des éléments type image ou vidéo, où on va extraire des concepts en particulier, par exemple, et en tirer la substantifique moelle. Maintenant, on est en train de travailler sur la partie créative pour essayer d'intégrer finalement des indicateurs qui vont nous permettre de faire une évaluation, entre guillemets, objective des créations. Voilà. Mais ça, c'est pour la partie créative. Maintenant, sur la partie France versus reste du monde, je ne sais pas répondre, Daniel, pour l'instant, de façon précise. Et justement, là, on parle beaucoup évidemment de vidéos, de visuels, etc., assez logiquement. Mais il y a le phénomène audio qui se développe de plus en plus, et notamment avec les podcasts. Est-ce que ça, c'est des choses aussi que vous intégrez en termes d'analyse, que vous voyez se développer, pas en France, mais en Angleterre, par exemple? Oui, j'en ai parlé brièvement, je ne sais pas si vous avez relevé, mais le podcast est un des formats, enfin tout ce qui est audio et podcast, ce sont des formats qu'on prend en compte bien évidemment, puisqu'on prend en compte tous les formats. Et quand on peut récupérer du texte issu d'un podcast, et c'est souvent le cas d'ailleurs, on le passe à la moulinette, c'est-à-dire qu'on va analyser les contenus de la même façon qu'on analyse les textes. En revanche, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ça représente ce sont encore des formats qui sont très peu usités, enfin très peu utilisés, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'on en parle beaucoup, puisqu'il y a moins de 2%, ça représente moins de 2% de l'ensemble des formats qu'on pige. Voilà. C'est l'émergence, peut-être, c'est le début. Oui, c'est peut-être le début, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas quelque chose de nouveau, hein, parce qu'on revient un petit peu sur des formats anciens. Mais le podcast, c'est pas nouveau. Hein. Mais effectivement, ça ne représente que 2% aujourd'hui. Maintenant, c'est très tendance. On voit des gros éditeurs premium qui utilisent les podcasts. BBC, qui est un de nos clients, par exemple, maintenant utilise des podcasts. Voilà.
Oui, mais sur le podcast, par ailleurs, ils ne sont pas forcément diffusés sur les plateformes des éditeurs, mais aussi sur d'autres plateformes type Deezer, Spotify. Voilà, donc il y a aussi voilà, des lieux d'exposition qui sont différents. Absolument. Et ça c'est vrai que nous, on ne le prend pas en compte pour l'instant. Maintenant, ce que je disais, c'est on a intégré les extensions sociales des campagnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va récupérer typiquement une campagne BBC, comme j'en parlais, dont l'audience est étendue au-delà de les plateformes bbc.com sur Facebook, sur Instagram ou sur Twitter, qui sont les 3 plateformes sur lesquelles on travaille. Donc, on peut télécharger le livre blanc, si on a bien compris aujourd'hui. Il y a une signature officielle ou pas? Oui, pas aujourd'hui, parce qu'on est en train de le mettre en ligne, mais ça va être en tout cas dans les jours qui viennent. Vous avez vraiment eu la primeur de ce livre, mais qui sort effectivement cette semaine. Donc peut-être, ça sera peut-être ce soir ou demain, je ne sais pas encore, mais on vous enverra. J'ai la liste des gens d'ici, donc je vous enverrai la possibilité de le récupérer. D'accord. En tout cas, c'est passionnant. Enfin, ça donne du corps et de la data, effectivement, à beaucoup de choses qu'on faisait un peu manuellement il y a encore quelques années. Donc, c'est vrai que c'est assez bon. Après, effectivement, ce qui est intéressant quand vous serez en France, c'est voilà, de venir tranquillement. Je pense qu'il y a certaines règles que tu énonçais, par exemple, de type justement visibilité des campagnes et autres. Alors, c'est vrai que la dernière intervention live qu'on a faite la dernière fois, c'était avec la RPP qui donnait quelques indications. Je ne sais pas si entre la France et justement les autres pays, il n'y a pas des choses chez nous qui nous contraignent un petit peu à donner vraiment de la clarification sur la marque, l'engagement de la marque à un niveau plus visible en tout cas. En termes de public, on a des règles un peu différentes entre les éditeurs français. Par exemple, le mot communiqué, l'obligation en tout cas d'annoncer en tout cas la couleur par rapport au public. Ça sera intéressant de voir effectivement les différents. Donc, j'espère que vous allez percer bientôt et qu'on va pouvoir vous aider à. Ça dépendra de vous, hein, ça dépendra des intérêts que vous avez. Au-delà de l'intérêt purement, je dirais, conceptuel et voir si c'est un intérêt commercial pour vous. Mais pour répondre à ce point-là précisément, comme je disais tout à l'heure, il y a 99% des éditeurs anglo-saxons qui utilisent un label pour bien identifier les campagnes de brand content. Donc là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. En revanche, ils utilisent beaucoup de mots différents. Paid, par exemple. Là-dessus, on a une segmentation complète. Hein, donc, on a une visibilité totale sur ce qui se passe. Paid, c'est le mot qui est le plus utilisé, mais il y en a beaucoup d'autres. On en a 220 des mots utilisés. Aux États-Unis, c'est la FTC, je crois, qui donne obligation aux entreprises de labelliser le brand content. Donc là-dessus, elles sont assez contraintes, les entreprises américaines, notamment aux États-Unis en particulier. Donc je ne sais pas si on va trouver beaucoup de différences à ce niveau-là entre la France et les États-Unis. Il y a quand même beaucoup de créativité dans les pays anglo-saxons, effectivement, pour du powered by quand c'est une marque automobile, in time with quand c'est une marque d'horlogerie. Donc il y a peut-être un petit peu plus, mais on s'en rendra compte, un peu plus de liberté dans les pays anglo-saxons. Mais il faudrait revoir ce qu'a dit l'ARP. Moi, je voulais juste rebondir aussi, encore une fois, on parlait de la comparaison entre la France et les éditeurs anglo-saxons qu'on pige pour le moment. Et c'est aussi pour revenir sur l'intervention de Daniel. En fait, c'est justement en donnant accès à plus d'éditeurs français ou plus d'acteurs français du marché à cette pige. Donc là, on va développer la France si on a effectivement ce soutien. Donc là, on va faire un gros push dans les mois qui viennent pour sécuriser un certain nombre de partenaires. Et ensuite, si on lance effectivement la version française, ça permettra à beaucoup d'acteurs d'avoir accès à la pige internationale s'ils choisissent cette option. Et comme on l'a vu dans le cas fictif qu'a présenté Didier, quand les différentes agences et différents éditeurs verront une dizaine de campagnes inspirantes qui parlent de women empowerment, etc., ils seront frappés par la qualité de production et certainement que ça leur mettra un petit coup de pression pour faire aussi bien. Donc voilà, peut-être que ça peut aussi contribuer, cet outil, à élever le niveau de production du brand content en France. Tout à fait. Non, c'est passionnant.
Et est-ce que cette présentation, vous pouvez la partager avec une partie, peut-être de certaines slides, faire un mémo où vous avez l'autorisation de le partager avec nous? L'autorisation, c'est moi qui vais la donner. D'accord, oui. Non, mais c'est… Oui, non, je peux, parce qu'en fait, encore une fois, c'est issu de notre livre blanc, ce que je vous ai montré. Le livre blanc qui est beaucoup plus riche que ce que je vous ai montré. Hein. Il y a beaucoup plus de choses, mais donc, oui, je vais partager. Ouais. D'accord, super. Très bien. Il y a d'autres questions, non? Vous avez d'autres questions dans l'assemblée, l'assemblée virtuelle? J'avais une dernière question sur les contenus produits. Vous avez parlé du pratique. Est-ce que dans ces opérations, on voit des produits expliqués, illustrés en partenariat avec des médias? Oui, effectivement, c'est ce genre de contenu qu'on trouve. C'est ce que tu veux dire en partenariat avec les médias. Si tu veux dire quoi? Excuse-moi. Ce que je veux dire, c'est que, parce que moi j'appelle product content, mais ce qui est les contenus explicatifs sur les produits, ça fait partie. Genre un influenceur qui fait un test pour un shampoing, quoi. Oui, ça, Daniel, effectivement, c'est ce qu'on identifie comme pratique souvent. Il y a beaucoup de contenus qui sont de ce type-là, ouais, où on fait des explications sur les produits, où ils sont mis en avant par des influenceurs. C'est ce genre de choses que tu veux dire, en l'occurrence, c'est ça? Ah, c'est ça, exactement. Oui, c'est ça. Ça, effectivement, il y a beaucoup de campagnes qui sont comme ça, notamment en B2C, oui. On en voit beaucoup, oui. Okay. Et c'est encore une fois, c'est l'intérêt de notre démarche, c'est qu'on prend tous les contenus qu'on identifie, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de distinguo qualitatif en fonction de ce qu'on trouve. C'est-à-dire qu'on va prendre toutes les campagnes, c'est une pige exhaustive des campagnes chez ces éditeurs premium. Donc il y a beaucoup d'éditeurs qui font qui ont ce genre d'approche brand content, bien sûr. Bon, il y a d'autres questions, non? Tout le monde attend le livre blanc, alors. Oui, non, mais vous allez la voir, vous allez la voir. Et n'hésitez pas, encore une fois, donc la société s'appelle DM Squared, hein, donc vous pouvez nous retrouver sur notre site vitrine dmsq.io. Et, on va donner le lien. On va tout donner dans le BSMA. Ouais. Et la plateforme, c'est BC Intel, qui, elle, en revanche, n'est pas accessible puisqu'il faut être abonné. Okay. Voilà. Mais merci beaucoup pour nous avoir donné ce forum ce matin. Et c'était un bon moment puisqu'on est en train de lancer ce livre blanc. Voilà. Ah bah super. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Merci à tous, bonne journée. Merci à vous. Ouais. À bientôt. Au revoir. Beaucoup, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.